Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour tenter de réparer cette carte mère Aorus Z390i Pro Wi-Fi, carte mère que vous avez pu voir dans la dernière vidéo colis d'abonnés. Et donc pour rappel, il s'agit d'une carte mère qui est quand même relativement récent, hein, le chipset Z390 il est quand même pas si vieux que ça. Donc carte mère au format mini ITX. J'aime bien le format mini ITX, c'est toujours satisfaisant d'avoir autant de choses sur un si petit format. Mais le problème avec cette carte mère, il vient du socket, puisque le socket est un petit peu en sale état, on va dire. Et surtout, c'est une carte mère qui, selon ce que l'on m'a dit, est neuve, puisque elle n'a jamais fonctionné, elle n'a jamais servi, ce qui tend à être confirmé par l'état de la carte mère, puisqu'elle est en excellent état, mis à part le socket. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra, il y a quelques endroits où c'est pas joli joli. J'ai également les accessoires qui vont avec la carte mère, même si j'ai l'air d'avoir plus de câbles SATA que ce qu'il devait y avoir d'origine. Les deux antennes, puisque cette carte mère, c'est la version Pro Wi-Fi. On a un guide d'installation, on a un logo Aorus, on a le CD des drivers, je sais même pas pourquoi ils s'emmerdent encore à donner ça, et on a le mode d'emploi un peu plus détaillé. Ok, et comme d'habitude, il nous manque un truc, c'est la backplate. Oui, c'est marrant ça, à chaque fois qu'on m'envoie une carte mère, il manque la backplate. Bon, c'est pas très grave, ça n'empêche pas la carte de fonctionner, à vrai dire, je m'en fous un petit peu. Mais c'est rigolo qu'à chaque fois, il manque un élément, et c'est la backplate. Maintenant, si on regarde ça d'un peu plus près, on peut voir qu'il y a un processeur qui a déjà été monté dans le socket, puisqu'il y a encore des traces de pâte thermique, donc la carte mère a quand même été assemblée une fois. Quand est-ce que les dégâts ont été causés, j'en sais rien. Et je ne suis pas en position de le dire puisque je ne connais pas le passé de cette carte mère, je ne sais pas exactement ce qui a été fait avec. Par contre, on peut voir les dégâts. Donc on a trois zones où il y a visiblement des dégâts au niveau du socket. Si j'arrive à vous les pointer, ce serait mieux. Donc on peut voir ici en haut à gauche qu'il y a visiblement deux pins qui sont tordus ou cassés. Encore une fois, c'est assez difficile à visualiser, surtout avec les sockets Intel, parce que les pins en fait ce sont des petites lamelles, elles sont inclinées à un certain angle et des fois c'est pas simple de voir si c'est cassé ou plié. Visiblement je dirais qu'elles sont pliées. Donc je confirme que les deux pins qu'on a là sont pliées, en fait elles sont relevées, normalement elles sont légèrement couchées et le processeur vient appuyer dessus et là elles sont complètement remontées vers le haut, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a deux trous et deux zones noires. On a également un autre pin qui est plié ou cassé ici à côté du coin intérieur du socket. Donc celui-ci également est replié vers le haut et c'est absolument horrible à montrer à la caméra, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là vous pouvez l'apercevoir un petit peu, mais c'est un peu flou. Donc ça nous fait déjà 3 pins de pliés et on a une zone ici, plus dans la partie basse du socket, où il s'est également passé quelque chose. Et on a... Ici, il n'y en a qu'un seul d'endommagé, mais celui-là, par contre, il a l'air plutôt cassé, ou en tout cas en sale état. Il n'est pas juste replié vers le haut, comme les trois autres. Donc la première chose à faire, et ce que je vous invite à faire dans ce genre de situation, c'est de commencer par sortir un diagramme du socket. Donc ça, c'est généralement la première chose que j'aime faire, c'est trouver à quoi correspondent les pins qui ont été endommagés. Donc pour ça, on peut sortir le diagramme du socket. Faites attention, puisque donc, cette carte mère utilise le socket 1151, qui a été utilisé par 4 générations de processeurs Intel Core. Donc on a eu la 6e, la 7e, la 8e et la 9e. Donc ici, on a le diagramme pour la génération 8 et 9, hein, donc pour la carte mère qu'on a là. Et ensuite, c'est une question de mettre tout ça dans le bon sens pour retrouver à quoi correspondent les pins qui sont pliés. Donc les deux premiers qui sont pliés dans le coin du socket, ce sont deux VCC. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque les VCC sont redondants, on en a plein, c'est l'alimentation du processeur. Donc on a deux VCC de pliés. L'autre qui est tout seul là-bas, c'est un... Et visiblement, on a de la chance puisque c'est également un VCC, c'est le premier rouge ici. Et l'autre qui est plutôt cassé en bas, c'est celui-là en orange qui est marqué VDD-SA. VDD-SA, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. VDD, donc c'est une alimentation, SA... Bon, en tout cas, on est hyper chanceux sur cette carte mère puisque tous les pins pliés ou cassés sont relatifs à l'alimentation et donc ils sont apparemment tous redondants. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir sauver ce socket sans avoir à le remplacer. Donc avant de pouvoir mettre un processeur à l'intérieur, on va devoir redresser les pins qui sont pliés, c'est-à-dire les remettre
plus ou moins là où ils étaient à l'origine. C'est important de faire ça parce que si on met un processeur dans le socket là maintenant, ça va tout écraser et on risque de créer des courts-circuits entre deux pins qui sont par exemple liés à l'alimentation et à la masse. C'est le cas ici dans le coin à gauche où on a une alternance sur le schéma de pins qui sont liés à l'alimentation et d'autres qui sont liés à la masse. Donc on ne veut surtout pas créer un court-circuit, sinon ça risque pas de fonctionner. Donc c'est assez difficile à redresser, premièrement parce que ce sont des lamelles, ce ne sont pas des broches, donc ça fait un peu ressort, c'est un peu souple et donc c'est un peu galère à plier. Et deuxièmement, il faut réussir à les repositionner dans les 3 dimensions de l'espace, c'est-à-dire repositionner la broche au bon endroit et également par rapport à la hauteur. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais ça se fait. Au niveau des outils, le mieux c'est d'avoir une loupe et puis après on peut utiliser quelque chose de pointu, un tout petit tournevis, un cure-dent. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de technique officielle à ce niveau-là. C'est un peu de l'improvisation et c'est surtout un peu avec ce qu'on a sous la main. Donc dans mon cas, je vais essayer avec la petite pince coudée. Normalement, ça ne doit pas être trop mal pour faire ça. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà le travail, c'est déjà un petit peu mieux, donc j'ai retiré le reste du socket parce que c'est plus chiant qu'autre chose. Et il s'avère que le meilleur outil, c'est pas la pince coudée, c'est le mini tournevis plat qui finalement est l'outil le plus efficace. Alors ça m'a pas pris beaucoup de temps puisque les pins étaient juste redressés vers le haut, donc j'ai rappuyé dessus pour les remettre à l'horizontale et ils ont l'air de s'être remis assez naturellement en place. Il y en a bel et bien un qui est cassé, je confirme que celui qui est ici en bas, il est manquant, il est cassé en tout cas. Et donc normalement il est redondant, donc on doit pouvoir s'en passer. Et comme il est cassé, il ne fera pas court-circuit avec ses voisins, donc c'est plutôt une bonne chose. Il me reste bien sûr maintenant à tester la carte mère. On va voir si elle refonctionne ou pas. Honnêtement, si elle refonctionne, ce ne sera pas la vidéo la plus passionnante du monde. C'est con à dire, mais ce serait presque une bonne chose qu'elle ne refonctionne pas. En revanche, je vais avoir un problème, c'est que le seul processeur que j'ai être compatible avec cette carte mère, c'est le Core i7 qui se trouve dans mon PC, et qui est monté sous le waterblock de chez Corsair dans ma boucle de water cooling rigide. Ça veut dire qu'il va falloir que j'éteigne mon PC, que je vide le système de refroidissement, que je démonte le waterblock, que je sorte le processeur. Donc ça va demander plus de travail que de redresser les pins du socket. Ce que je vais faire également, c'est que je vais monter la carte mère sur la table de bench. Donc on va prendre la version micro ATX de ma table de bench, on va retirer la carte mère et remonter la petite. Bon, maintenant il faut démonter mon PC. Comme anticipé, ça a pris plus de temps de récupérer le processeur de mon PC que de redresser le socket tout à l'heure. Mais donc on va pouvoir enfin essayer. Forcément, il manque un truc, c'est le refroidissement. Mais c'est pas grave, on va juste coller ça là-dessus. Waouh! Ok, ça passe à peine, mais ça va passer. Je vous ai mis l'écran en arrière-plan, je suis même un peu con puisqu'on n'a pas besoin de carte graphique, on a un processeur Intel, donc on peut se brancher directement dessus. Carte mère sous tension, il se passe rien, et où est le bouton power là-dessus? Et c'est parti! J'ai raté quelque chose. Visiblement, c'est pas si facile. Comme je sais que certains vont me dire « Ouais, mais t'as pas mis de ventilateur, c'est pour ça que ça démarre pas. » Attention. Rien du tout. On doit avoir un beau court-circuit quelque part, puisque ça, c'est ma tension de 5 volts stand-by. Donc c'est le 5 volts constant lorsque le PC est éteint, mais que l'alimentation est reliée au secteur. Et vous voyez qu'on a une tension qui fluctue entre 1,1 et 1,7 volts, 1,8. Donc je vais creuser un peu et je vais essayer de trouver la cause du problème. Me revoilà, et bonne nouvelle, j'ai trouvé le problème avec notre carte mère. Mauvaise nouvelle, c'est que j'en ai trouvé un autre. Donc pour ce qui est de notre carte mère qui ne voulait pas s'allumer, c'est ce que j'appelle un problème à la con, c'est tout simplement le connecteur 24 pins ATX qui a une sorte de faux contact, donc il faut juste le bouger un peu pour que ça refonctionne. Je sais, c'est très bizarre, et je m'en suis aperçu parce que j'ai branché une autre carte mère et j'ai eu exactement les mêmes symptômes, et en touchant un peu le câble, ça a refonctionné. Donc c'est juste un problème de connecteur, un espèce de faux contact à la con. Bref, 3 fois rien.
En revanche, pendant que j'étais en train de perdre du temps à essayer de trouver ce problème, j'en ai trouvé un autre. Et je l'ai trouvé grâce à ma caméra thermique. La caméra thermique, c'est super pratique quand on recherche un court-circuit, puisqu'on peut immédiatement voir un point chaud sur la carte, et donc on peut immédiatement savoir d'où vient le problème. Et dans le cas présent, ça m'a accidentellement permis de détecter quelque chose de très intéressant. Si on met la carte mère sous tension, et qu'on la regarde avec la caméra thermique, d'ailleurs je vais filmer comme ça vous pourrez voir également les images, on a un premier point chaud ici, dans le coin de la carte mère et on est déjà à plus d'une centaine de degrés et on a un deuxième point chaud ici juste à côté du port PCI Express. Et quand je dis que c'est chaud, c'est putain de vraiment chaud. Donc vous voyez que j'ai même pas allumé la carte mère et on a deux points chauds dont un qui grimpe à plus de 140 degrés. Et encore j'ai laissé la carte mère allumée même pas 10 secondes. Et c'est pas normal du tout. Avoir des points chauds sur une carte mère c'est logique, il y a toujours des composants qui vont produire un petit peu de chaleur. Mais avoir deux points chauds qui montent à des températures très élevé très rapidement, ça veut dire qu'on a un problème. Le premier point chaud que l'on a sur la carte, il est juste ici, ce sont les deux composants noirs que l'on voit juste là qui émettent le plus de chaleur. Je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces deux composants puisque les références ne ressortent pas lorsqu'on fait des recherches. Je suppose qu'il s'agit de transistors potentiellement de régulateurs, parce que la zone que l'on a ici est très probablement une phase d'alimentation. Et l'autre composant qui produit beaucoup trop de chaleur, il est juste là, c'est le carré noir qu'on a au bout de mon tournevis, et il s'agit du chipset audio. C'est une puce donc de chez Realtek, le ALC 1200, qui est assez bien connu et qui est présent sur beaucoup de cartes mères. Et lui aussi, il chauffe énormément. Et surtout, il produit de la chaleur en même temps que la phase d'alimentation qu'on a vue plus haut. Ce qui m'étonne le plus, c'est que le chipset audio soit alimenté avec une tension de stand-by, c'est-à-dire qu'il soit alimenté en permanence. Honnêtement, je ne l'aurais pas cru. Donc on va le dessouder et on va voir si ça résout le problème. Et si notre phase d'alimentation arrête de surchauffer. C'est bien sûr un composant monté en surface, donc pour le dessouder, on va avoir besoin de la station à air chaud pour lui souffler un peu dessus. Je vais protéger un petit peu les alentours, j'aime bien utiliser les vieilles lames de cutter. Ça permet comme ça d'éviter de balancer de l'air sur ce qui se trouve autour et donc d'éviter de faire fondre certaines choses. Et cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser ma petite pince pour l'attraper. Ok, pourquoi pas. J'ai réussi à enlever notre chipset audio, par contre, comme je suis un peu con, j'ai un peu trop chauffé le condensateur électro juste à côté et il a éclaté. Bon, ça arrive, hein, c'est ce qui se passe quand on les chauffe de trop, l'électrolyte se vaporise et le truc éclate à cause d'une surpression. Donc on aura un condensateur en plus à changer, dommage, c'était un beau Nichicon doré, il n'y aura plus qu'à en trouver un autre. On va pouvoir réessayer, voir si on a toujours le même problème. La carte mère a eu le temps de refroidir, même si ça n'en a pas forcément l'air à la caméra thermique, mais la zone la plus chaude, elle est à 33 degrés, donc bon, ça va aller. Et si on l'allume, on va bien sûr garder un œil sur la zone où on a le régulateur de tension, enfin la phase d'alimentation qui surchauffait un petit peu. Et ça chauffe toujours. L'avantage, c'est que là, j'ai deux composants qui sont identiques. Et il y en a seulement un qui chauffe. Donc ce que je peux faire, c'est échanger les deux. Comme ça, on va très vite savoir si c'est le premier transistor là en particulier qui est défectueux, ou alors si c'est le circuit qui tire du courant quelque part et qui fait surchauffer le transistor. Si la chaleur suit le transistor, ça veut dire que c'est le transistor qui est défectueux. Si la chaleur reste au même endroit, ça veut dire que c'est un problème de circuit quelque part. Donc ça veut dire redémonter la carte mère, prendre la station à air chaud, dessouder, ressouder, faire attention à ne rien faire éclater cette fois-ci, et on va vite savoir. Me revoilà, et malheureusement je ne suis pas en train de filmer la fin de vidéo que j'aurais aimé filmer parce que j'aurais aimé vous dire que cette carte mère refonctionne, que tous les problèmes sont résolus, mais c'est pas le cas. Et pourtant, j'ai passé du temps sur cette carte mère, puisque d'ailleurs on n'est même plus la même année. Bienvenue en 2022, bonne année tout le monde. Je sais que ça tombe en plein milieu de cette vidéo, mais c'est comme ça. Et du coup, donc j'ai passé du temps sur cette carte mère. J'ai fait ce que j'ai dit dans la partie précédente de la vidéo. Donc j'ai inversé les deux composants qui sont identiques en haut de la carte mère. Alors j'ai dit dans la partie précédente de la vidéo que c'était sans doute des transistors ou des régulateurs de tension. Je pense de plus en plus qu'il s'agit de régulateurs de tension
linéaires. On en trouve quelques-uns sur les cartes mères. Généralement, ça permet d'abaisser des tensions, par exemple de 5 volts vers 3,3 volts pour alimenter certains composants qui ne consomment pas beaucoup. Donc j'ai inversé les deux et le point chaud a suivi le composant. Ça veut dire qu'il y a un des deux régulateurs qui est HS. En temps normal, ce ne serait pas un problème, il suffirait d'aller sur Google, de taper la référence, de retrouver le composant, d'en commander quelques-uns et de le ressouder sur la carte mère. Le souci, c'est que la référence est absolument introuvable. Et pourtant, j'ai cherché dans tous les sens, mais j'ai pas trouvé à quoi correspondent ces deux composants. Ce sont bien sûr des composants CMS, je ne sais pas exactement quelle est la référence, quel est le modèle de package. Ils ont 10 broches, 10 contacts, et dessus, comme référence, on a 14 7B E45. C'est tout. Et impossible de retrouver quoi que ce soit à partir de ces références, en tout cas d'après mes recherches. Donc ça tient à 3 fois rien, il me suffit de retrouver un de ces composants pour pouvoir remplacer celui qui est HS et normalement la carte mère fonctionne. J'ai réussi à la faire fonctionner déjà, hein, elle n'est pas complètement HS. Le problème c'est que le composant chauffe énormément et si je la laisse fonctionner plus que quelques dizaines de secondes, je risque au mieux de cramer complètement le composant et dans ce cas-là, la carte mère risque de ne plus fonctionner. Ou alors au pire, le composant peut carrément brûler, peut carrément éclater et non seulement il va être endommagé, mais en plus de ça, il peut endommager la carte et les autres composants qui sont reliés derrière. Donc autant dire que je préfère ne pas prendre le risque. Et c'est là où vous pouvez peut-être m'aider. Si jamais vous connaissez la référence de ce composant, si vous pouvez me guider, m'aider à le retrouver, votre aide serait la bienvenue. Ou alors si vous avez une carte mère équivalente de chez Gigabyte qui serait HS pour n'importe quelle raison. Si je pouvais trouver ça pour pouvoir directement récupérer les composants et remettre celle-là en service, ça serait génial. Et donc si jamais vous êtes en mesure de m'aider, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse goodwin8407@gmail.com. Mais en attendant, c'est tout pour cette vidéo, puisque moi je suis malheureusement bloqué dans la situation actuelle. Ce qui est bête, puisque cette carte mère, elle est vraiment à 2 doigts de fonctionner, il faudrait pas grand chose. Mais tant que j'arrive pas à retrouver notamment ces composants là-haut, je peux pas faire grand chose. Je tenais à faire cette vidéo déjà parce qu'éventuellement vous pouvez m'aider et aussi parce que c'est l'occasion de vous montrer que tout ne fonctionne pas toujours comme prévu et des fois on est bloqué pour pas grand chose, on n'arrive pas à réparer quelque chose juste parce qu'il y a une référence qui n'est pas trouvable ou qu'on n'arrive pas à croiser, on n'arrive pas à retrouver le composant qui pose problème et pour vous montrer que tout n'est pas tout rose et que des fois on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la disliker maintenant que ça se voit plus, c'est quand même con. Merci YouTube. Vous pouvez également aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne, le lien est dans la description. Moi, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.